Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. N'ayez pas peur, il est là, il nous protège, il nous informe sur tous ces mythes et complots. Christian Page est avec nous. Bonjour Christian. Salut Jean-Luc. La fin de l'enquête russe, c'est quoi cette affaire Dyatlov? Voilà, tu parlais du service de renseignement canadien. Oui. Écoute, je vais t'emmener vers un autre service de renseignement, le FSB. C'est quoi ça? Le FSB, c'est le nouveau nom du KGB. Arrête donc, toi. Ils jouent au Scrabble, ils recollectionnent des lettres. Ils ont changé de nom, mais ils sont pas plus transparents pour autant. Le FSB. Oui, le FSB, c'est le nouveau nom du KGB. Donc, écoute, je pas que la moindre poutine. Jeu de mots. Écoute, Jean-Luc, je t'amène aujourd'hui dans une histoire qui était très attendue. C'est un truc qui fait fantasmer les Russes depuis maintenant 60 ans. Et je te dirais, depuis les années 1990, depuis la perestroïka, cette histoire-là a débordé les frontières de la Russie. C'est quoi? C'est un grand mystère. C'est pour les Russes, c'est un peu leur Jack l'Éventreur. Tu comprends? Une histoire sur laquelle on aime fantasmer. Et là, je te ramène à ces événements et tu vas voir que c'est une énigme qui est assez particulière. OK, j'écoute. On est à la fin du mois de janvier 1959. On a un groupe de 9 jeunes. En fait, sur les 9, 8 sont au début de la vingtaine. La plupart d'entre eux fréquentent l'école polytechnique de Sverdlovsk. Sverdlovsk, c'est aujourd'hui la ville d'Ekaterinbourg. Et un d'entre eux est un petit peu plus âgé. Ça me dit rien de plus, hein? Ekaterinbourg, ça a été Ekaterinbourg durant la révolution bolchevique. Avant la révolution bolchevique, c'est là d'ailleurs que le tsar et sa famille ont été exécutés. Donc c'est pour ça la ville est connue à travers le monde pour être le lieu où le tsar Nicolas II et sa famille ont été assassinés. Durant la révolution russe, la ville a changé de nom pour Sverdlovsk et après la perestroïka, elle est redevenue Ekaterinbourg. Mais au moment où on se parle, on est en 1959, elle a ce nom de Sverdlovsk. Comme je l'ai mentionné, 8 sur le groupe des 9 fréquentent principalement l'école polytechnique de Sverdlovsk. Ils sont au début de la vingtaine. L'un d'entre eux est un peu plus âgé, milieu de la trentaine. Et ces gens-là, ce sont des amateurs de sport extrême. Oh. Alors, ils décident, à la mi-janvier, d'aller faire une espèce d'expédition de trekking dans les montagnes de l'Oural, une région quasi inexplorée qui se trouve à peu près à 300 kilomètres au nord de Sverdlovsk. Pas chaud. Donc, c'est pas chaud. La température moyenne, chaque jour, est à peu près de moins 30. Avec le facteur éolien, on parle de moins 45. Quand même. Donc, c'est comme le disait mon grand-père, pas chaud pour la pompe à l'eau. Hein? Non, ça prend des grandes combines. Oh que oui. Donc, il faut une partie du trajet en train, une deuxième partie du trajet en autobus, à l'arrière d'un camion enfin. Et puis, pour les 20 derniers kilomètres, ils sont avec des skis. Donc, ils vont faire ça avec des skis de fond pour rejoindre leur cible. C'est une montagne qui s'appelle le mont Otterten. Ils doivent revenir à la mi-février. Okay. Mais la mi-février arrive, on ne les voit pas. Alors, éventuellement, les parents sont inquiets, on informe les professeurs, les directeurs de l'école polytechnique. Là, il y a une espèce de branle-bas de combat et on décide finalement d'envoyer des équipes de recherche. Le 26 février, on va retrouver sur la pente d'une montagne qui s'appelle le mont Olatchal, on va retrouver la tente de nos randonneurs. Elle est effondrée sous la neige. On ne sait pas trop s'il y a eu une coulée de neige ou c'est la neige des dernières semaines qui a effondré la tente. Mais on entre à l'intérieur. On découvre qu'elle a été déchirée de l'intérieur. Donc, les jeunes ont sorti de la tente précipitamment. Ils ont déchiré la toile. On retrouve à l'intérieur de la tente leurs effets personnels, le bottes, le mitaine, le gant, leurs vêtements chauds finalement. Ils sont sortis, écoute, là, ils ont ouvert la toile, mettons, avec un canif ou je sais pas quoi. Ouais. Ils sont pas sortis par la porte. Non. Et là, ce qui se passe dans les jours qui vont suivre, on va retrouver au départ 5 du groupe des 9. Ils ont visiblement quitté la tente, ont couru vers le bas de la pente. Au moins, ils sont gelés, là. Ils se sont réfugiés et 5 d'entre eux sont morts d'hypothermie. Ben oui. Et dans les jours, les semaines qui vont suivre, on va trouver les autres corps, notamment les derniers corps seront retrouvés au mois de mai. Lors de la fonte des neiges, les corps sont en partie exposés, donc les yeux ont été dévorés par des prédateurs. Une des jeunes femmes, parce que c'était un groupe qui était composé de 2 femmes, 7
hommes, une des jeunes femmes a eu la langue coupée, probablement en tombant, parce qu'on retrouve les derniers corps au fond d'un petit ravin, probablement en tombant dans le ravin la nuit, elle s'est probablement tranché la langue. Mais c'est quoi le mystère, là? Ils sont en allant à un camping, ils se sont plantés toute la gang, ils ont gelé, puis that's it. Ouais, mais le mystère, c'est pourquoi? Ouais. Pourquoi un groupe de jeunes qui est aguerri à ce genre de trekking va soudainement, au milieu de la nuit, déchirer leur tente et fuir sans vêtements. Littéralement, là, ils sont en chaussettes avec des petits pantalons légers. Oui. Ils sont dans une température de moins 40 et ils vont fuir. Ça prend une enquête. Et là, bon, à l'époque, on a fait une enquête. Et tu vas comprendre le grand mystère. On fait une enquête, on charge un ancien agent du KGB de faire l'enquête. Il part du FSB maintenant. Donc, il fait son enquête assez rapidement, un certain Lev-Ivanov, et il dépose son rapport d'enquête en mai 1959, et il dit « Ces jeunes sont tous morts d'hypothermie. Quant à savoir pourquoi ils ont quitté leur tente de cette manière, visiblement, et là je te le cite textuellement, il dit « Visiblement, ils ont cédé à une force irrésistible inconnue. » Alors, tu comprends, depuis 60 ans, qu'est-ce que c'est que cette force irrésistible inconnue? Toutes les hypothèses y sont passées, allant des agents russes qui les auraient exécutés, des groupes autochtones qui les auraient assassinés, et bien sûr, c'est jamais très très loin, des ovnis qui auraient attaqué nos randonneurs. Ça ne pouvait pas être le Yéti en vacances dans l'Oural? Ben écoute, ça va te surprendre, Jean-Luc, mais le Yéti a été également évoqué. Hein? Bon. Les Russes ont un Yéti russe qui s'appelle l'Almasty. Alors des gens ont dit ils ont peut-être été attaqués par l'Almasty. Et là, l'an dernier... Comment? L'Almasty. L'Almasty. Ouais, c'est le petit cousin russe du Yéti, ça. Je pensais qu'il était allemand, plutôt que russe, mais... Et voilà que l'été dernier, pour le 60e anniversaire de l'affaire Dyatlov... Ils sont encore là-dessus? Les Russes ont décidé de réouvrir l'enquête. Ça a laissé les gens insatisfaits, cette idée de force inconnue, irrésistible. C'est quoi ça? Donc, les Soviétiques, les Russes ont décidé de rouvrir l'enquête. Et après 18 mois d'enquête, il y a quelques jours, ils ont tenu un point de presse, ils ont fait leur révélation, ils ont évalué 75 scénarios pour expliquer la mort de ces jeunes-là. Et leur scénario le plus vraisemblable, mais ça fera pas l'unanimité, les chasseurs d'ovnis, d'extraterrestres et d'Almasty. Pas content, là. L'hypothèse la plus vraisemblable. On ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. On va y aller vers l'hypothèse la plus vraisemblable. Je te suis, là. La plus vraisemblable, c'est que ces jeunes avaient installé leur tente dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'avalanches, mais il pouvait y avoir de légères coulées de neige. Ils ont probablement été surpris durant la nuit par une coulée de neige qui aurait écrasé la tente. Convaincus qu'une avalanche était imminente, ils ont fait ni un ni deux, ils ont déchiré la tente, sont sortis très très rapidement pour aller se protéger derrière une crête rocheuse qui se trouvait à quelques dizaines de mètres. Et comme l'avalanche ne s'est pas produite, ils ont constaté qu'ils s'étaient tellement éloignés de la tente que dans l'obscurité, ils n'arrivaient plus à retrouver leur chemin. Alors, ils ont fait ce que n'importe qui aurait fait dans une telle situation. Ils se sont dit, on ne sait pas où est la tente, mais on peut quand même sentir en marchant la descente de la pente. On va aller se réfugier dans la forêt, au pied de la tente, au pied de la colline. Ils ont fait un feu. Ils n'ont pas réussi à se réchauffer avec ça. Finalement, certains d'entre eux ont décidé de remonter vers la tente dans l'espoir de retrouver. Certains d'entre eux sont morts à ce moment-là. D'autres se sont enfoncés davantage dans la forêt. Et ils ont tombé dans ça, certains au mois de mai, puis d'autres tout de suite. Voilà. Ceux qui sont tombés dans le ravin, évidemment, avaient des blessures. Tu te rappelles cette histoire, il y a quelques années à Montréal, il y a quelques années, peut-être maintenant 20 ans, où des touristes américains avaient essayé de fuir un chauffeur de taxi et s'étaient enfuis dans la nuit. On était à Laval et sans s'en rendre compte, ils ont couru vers une carrière, puis ils sont tombés en bas de... Ils sont tombés. Voilà. Ben, c'est exactement nos 4 derniers membres du groupe Dyatlov, c'est probablement ce qu'ils ont fait. Ils ont marché donc dans l'obscurité, et comme c'était l'obscurité la plus totale, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas rien, là. Ils sont arrivés au pied d'un ravin, et les 4 sont tombés, ce qui expliquerait pourquoi eux avaient des blessures internes, des os brisés, des jambes cassées, la langue coupée, mais
il y a pas eu d'acte criminel. Ce sont des gens qui ont tenté de fuir, ils ont tenté de survivre. Et là, beaucoup de gens, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont dire, mais on n'aurait pas fait ça, il n'aurait pas été assez stupide. Quand on est dans une situation de survie, les gens font parfois des choses tout à fait irrationnelles. Ce qui me surprend, c'est que la Russie a voulu faire la lumière sur une affaire alors qu'ils sont obscurs dans le reste, tu sais. Ouais, en fait, une des raisons pour lesquelles la Russie a voulu faire le jour là-dessus, c'est que l'une des hypothèses les plus souvent évoquées par les gens qui s'intéressaient à l'affaire Dyatlov, c'était le fait que peut-être les Russes auraient fait sauter dans l'air des missiles. Hein. Faut se rappeler, c'était le début de la guerre froide. Et là, on s'est dit, est-ce que les Russes auraient pas utilisé cette région-là pour faire des essais militaires et, par exemple, faire éclater dans l'air des missiles balistiques, les jeunes étant persuadés que c'était eux qui étaient la cible de ces attaques, se sont sauvés, auraient fui. Et donc, le reste, c'est l'histoire. Voilà. Donc, comme on pointait du doigt les services, l'armée rouge, on comprend que 60 ans après, les gens du FSB... Il fallait laver cette question. Voilà. On s'est dit, on va essayer de répondre à ces questions-là. Je suis tellement essoufflé, j'en ai froid, mais je tomberai pas, je te le promets, parce que tu vas me retrouver au retour de la pause et non pas de l'avalanche publicitaire. On revient tout de suite. Parfait. Bye. Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues et complots. Moi qui ai généralement les deux pieds sur Terre, voilà que lui, il va m'amener dans le trou noir à la recherche de la planète X. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait quasiment un titre de film de science-fiction. À la recherche de la planète X. En fait, Jean-Luc, la planète X, c'est quelque chose qui fait partie à la fois de la science, mais également de toute la culture des amateurs de fantastique et d'extraterrestres. OK. Bon, la légende, en fait, l'histoire va à peu près comme suit. Hein. Il y a à peu près 500 ans, au tout début de l'ère de l'astronomie, on avait inventé les premières lunettes. Tu t'en souviens? On commençait à regarder l'espace. Newton et compagnie. Et là, on constate que on fait des ébauches de théories pour savoir pourquoi les planètes se déplacent de telle ou de telle façon. Et là, on constate qu'il y a des espèces d'anomalies. Hein. Malgré le savoir de Newton, les planètes semblent se déplacer, bien sûr, en orbite autour du Soleil, mais il y a des espèces de variables ou de variantes qu'on s'explique mal. Alors, on s'imagine qu'il doit exister au-delà de l'espace visible une autre planète qui exerce une attraction sur les planètes qu'on observe. OK. Et ça devient... Pour qu'il y ait ces mouvements-là, ces disparités dans le mouvement. Voilà, on se dit, il doit y avoir quelque chose qui fait œuvre d'attraction sur ça. Et ça devient l'histoire de la planète X. C'est d'ailleurs à la recherche de la planète X que l'astronome Clyde Tombaugh va découvrir la planète Pluton en 1930. Hein, tu comprends? Il cherchait la planète X qui est tombé sur Pluton. Sur Pluton, voilà. Bon, qui était une planète maintenant qui était rétrogradée à un planétoïde, mais enfin, ça a été une planète, hein. C'est parce qu'on cherchait la planète X. Pluton, c'est fini, ça. Oh, c'est fini. Mais quand on regarde Pluton, ça pouvait pas être Pluton qui exerçait cette force d'attraction sur les autres planètes. Non, c'est pas assez gros. Il doit y avoir quelque chose de plus loin. Même les scientifiques ont élaboré un calcul. Hein, ils ont dit, cet objet, il doit se trouver quelque part entre 45 et 150 milliards de kilomètres du Soleil. Il doit être à peu près de 10 à 15 fois plus massif que la Terre pour exercer cette force gravitationnelle. Pour les amateurs de mystère et de fantastique, cette planète, ils l'appellent la planète X ou Nibiru. Ce serait une planète qui serait peuplée d'extraterrestres. Ça y est. T'as tout à fait raison, qui vagabonderait dans le système solaire, un peu comme dans la vieille série Cosmos 1999, où la Lune avait foutu le camp puis qu'elle se baladait à travers le cosmos. Là, c'est cette planète X qui se baladerait comme ça. Mais là, l'histoire va pas beaucoup rendre service à nos amateurs de mystère, parce que voilà que les scientifiques se disent, c'est finalement peut-être pas une planète qui se trouve aussi loin de la Terre qui exerce cette attraction. Parce que cette attraction, elle est bien réelle, hein, ça, c'est pas de la fiction, là. Non, ça, c'est pas de la fiction. Cette variante dans la mécanique céleste, elle est bel et bien là. Et là, voilà que sur le site de l'Université Cornell, deux astrophysiciens, dont l'un d'entre eux s'appelle Abraham
célèbre, qui est bien connu dans le milieu de l'astrophysique, il appartient à l'université Harvard, viennent d'émettre une nouvelle hypothèse en disant peut-être qu'on cherche quelque chose de trop gros et trop loin. Parce que la question, c'est si c'est si gros et si ça exerce une force d'attraction, comment ça se fait qu'on ne le voit pas? Hein? Bien sûr, les gens diront, oui, mais quand on regarde vers l'espace, on voit les autres étoiles et on voit des planètes qui passent devant les étoiles, donc ça nous dit qu'il y a des planètes. Mais comme si on cherche quelque chose dans notre propre système solaire, on est dans la forêt, donc difficile de voir les arbres avant d'être dans la forêt, puis on est dedans la forêt. Juste avant que tu continues, là, je viens de penser à quelque chose. Mon esprit a aéré un peu. Ces gars-là là, qui pensent à ça, là, à Cornell par ailleurs, penses-tu que le soir, en rentrant chez eux, ils prennent un scotch pour se calmer? J'espère. Parce que moi, dire de quoi... Hein? C'est dur, ces neurones. Hein? Mais en fait, leur nouvelle hypothèse, elle est à la suivante, c'est qu'il pourrait s'agir finalement d'un trou noir. Un tout petit trou noir qui aurait à peu près la taille d'une boule de quille. Tu vois comment que c'est petit? Gros comme une boule de quille. Mais ça aurait une capacité gravitationnelle qui serait 15 fois la force gravitationnelle de la Terre. Mais un trou noir, c'est comme un siphon. À ce moment-là, s'il y a cette force d'attraction-là, c'est comme un siphon de lavabo ou un remous. Exact. Donc, une espèce de remous. Et comme il attire vers lui à peu près sa force gravitationnelle, elle est immense malgré sa petitesse. C'est ce qui expliquerait ces variantes dans la mécanique céleste. Bon, évidemment, on parle pas d'un trou noir typique, parce que les trous noirs, généralement, sont formés par l'effondrement d'une étoile. Dans ce cas-là, on parle d'un trou noir primordial, attention, qui se serait créé lors de la formation même de l'univers. Donc, on aurait dans notre propre système solaire un minuscule trou noir, gros comme une boule de bowling. Aux grosses ou aux petites? Une grosse quand même, et qui exercerait une force gravitationnelle sur l'ensemble de la mécanique céleste. Donc, c'est triste pour les amateurs qui s'imaginaient une planète peuplée d'extraterrestres qui étaient là à nous surveiller. Je vais y aller, moi, parce que je vais aller prendre 2 petites aspirines, je pense. Je te comprends, Jean-Luc. J'ai les tempes qui me claquent ensemble. Merci beaucoup, Christian. Ça me fait plaisir. Bye bye. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir tout le monde. On vous convie demain, évidemment, d'être des nôtres dès midi pour un autre rendez-vous de Mon Grain PM.